Bonsoir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Nouvelles attaques terroristes en France, à Carcassonne et à Trèbes vendredi dernier. Des attaques qu'on aurait peut-être pu éviter si on n'avait pas supprimé l'état d'urgence. C'est pourquoi je le dis jusqu'à 19h sur Sud Radio, il faut rétablir l'état d'urgence. Oui, il faut rétablir l'état d'urgence. Même si celui-ci n'est pas la panacée, il nous offrait des outils susceptibles de déjouer des attentats. Entre le 13 novembre 2015, jour où il a été mis en place, et le 1er novembre 2017, où il a été supprimé, il avait permis 4600 perquisitions administratives, 430 gardes à vue, la saisie de 600 armes, 715 assignations à résidence et l'ouverture d'une trentaine de procédures judiciaires. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, il faut rétablir l'état d'urgence, puisque depuis le 1er novembre, le nouveau dispositif n'a permis que 6 visites domiciliaires en 5 mois. Il n'y a aujourd'hui plus que 18 mesures individuelles de contrôle administratif. Cela démontre qu'en matière terroriste, nous sommes d'une naïveté confondante. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, il faut rétablir l'état d'urgence. Car comme l'avait dit Manuel Valls, alors Premier ministre, nous sommes en guerre et on ne gagne pas une guerre avec de la bienveillance, de la compassion et avec des méthodes de bisounours. Et je ne suis pas seul contre tous finalement, puisque ce matin, outre Nicolas Dupont-Aignan dans la matinale de Sud Radio, Éric Ciotti, Christian Jacob ou encore Laurent Wauquiez ont demandé le retour de cet état d'urgence. Et ben je le répète, seul contre tous, il faut rétablir l'état d'urgence. Et pour vous répondre ce soir, nous sommes avec Linda Kebab, membre du Bureau National Unité SGP FO Police. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Également avec nous Bruno Pomarançon, membre du Raid des maires de Belleflou. C'est dans l'Aude justement. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu Philippe David, je crois que vous n'êtes que partiellement d'accord avec lui, Linda Kebab. La loi antiterroriste qui a été adoptée il y a quelques mois prend dans sa globalité les mesures qui avaient été déjà appliquées pendant l'état d'urgence. Au final, ce sont des mesures administratives qui apportent pas plus de moyens aux policiers sur le terrain. Donc, en quoi est-ce qu'une mesure d'état d'urgence aujourd'hui serait un avantage par rapport à cette loi antiterroriste ? Alors justement, entre le 13 novembre 2015, on se rappelle de cette date terrible avec les attentats au Bataclan, aux terrasses des cafés, au Stade de France, et le 1er novembre 2017, date d'entrée en vigueur de la loi antiterroriste votée à l'automne avec le nouveau gouvernement, puisque l'état d'urgence ça avait été mis sous Hollande et la loi a été votée au début du quinquennat Macron. Celui-ci, il avait permis 4600 perquisitions administratives, 430 gardes à vue, la saisie de 600 armes, 715 assignations en résidence et l'ouverture d'une trentaine de procédures judiciaires. On peut pas dire que c'était pas quand même plutôt efficace. Alors, on va me répondre, oui, il y a eu les attentats de Nice, il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. Mais ça aurait peut-être été encore pire sans l'état d'urgence. Ouais, certainement, mais il y avait aussi une volonté politique. On a encouragé, on a mis les moyens, et en tout cas plus de moyens, entre les mains des policiers pour pouvoir effectuer l'ensemble de ces opérations, souvent au prix de sacrifices pour les policiers qui, en sous-effectif, ont dû renoncer totalement à leur vie privée, ce qui humainement n'est pas tenable. Aujourd'hui, si les chiffres sont en deçà de ce qu'on a pu obtenir après les attentats de 2015, c'est uniquement parce que le redéploiement de ces moyens est disons qu'il il a été atténué. Les mesures administratives, elles sont présentes dans la loi antiterroriste. Est-ce qu'elles sont autant appliquées que fin 2015 ? Il y en a certaines qui ont sauté, on le verra plus tard aussi. Oui, il y en a certaines qui ont sauté, mais globalement, la perquisition administrative qui est certes sous l'autorité d'un juge, la visite qui est possible sous l'autorité du préfet, tout ça c'est possible. Reste juste à mettre en application. Et c'est une question de moyens humains et matériels. En clair, c'est vous qui me tendez la perche. Plutôt que de l'état d'urgence, c'est de plus d'effectifs qui auraient besoin, Linda Kebab ? Déjà revenir à un niveau qu'on avait il y a 10 ans pour commencer. Les services de renseignement ont été complètement liquidés après 2010. Je vous rappelle juste que le premier attentat qui aujourd'hui nous marque, c'est celui de 2012. À ce moment-là, les services de renseignement, c'est ça. Les services de renseignement à ce moment-là étaient complètement inexistants. Il y avait une volonté politique à l'époque. Ils surveillaient pourtant déjà Mohamed Merah. Surveiller avec quels moyens ? Le renseignement local a quand même été totalement démantelé. On a mis en place GSI, mais les failles, elles viennent d'où ? Elles viennent des volontés d'une part, et elles sont politiques, mais également des moyens qu'on met en place. Quand pendant 2 ans, vous n'avez pas d'effectifs de police qui sortent d'école, quand on réduit les moyens matériels, à ce moment-là, on peut parler de failles. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, nous, on a quand même l'impression d'un véritable démantèlement. L'état d'urgence, très bien, mais il faut pouvoir prendre a priori les terroristes avant qu'ils agissent.
Ils sont fichés S, par exemple, on les interpelle, on les interroge, etc. Alors vous allez me dire, on sort de l'état de droit, quelle horreur, etc. Mais bon, on n'est pas chez les bisounours non plus, quand on voit ce qui s'est passé à Carcassonne, à Trèbes ou au Bataclan. On n'est pas chez les bisounours, mais on a une capacité de réflexion quand même dans la police. Et plus globalement, quand on a un fichier S, 99% du temps, ils ne savent pas qu'ils sont surveillés. Donc quand on l'interpelle et qu'on auditionne un fichier S, il faut malheureusement, ou heureusement en tout cas dans notre état de droit, une base légale. Ça, à la rigueur, on peut toujours jongler. Mais si on Excusez-moi, pense... il y a le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution. Si on peut arracher un épi de maïs OGM parce qu'on le considère dangereux, quelqu'un de fichier S, on peut peut-être l'interpeller pour l'interroger a priori plutôt qu'a posteriori, non? Bien sûr, et ça a été intégré dans la loi antiterroriste. Par exemple, le rétablissement des écoutes hertziennes, qui sont certainement bien plus efficaces qu'une audition, que l'audition d'un apprenti djihadiste. Excusez-moi, écoute hertzienne, c'est l'écoute des téléphones portables? Oui, il y avait ça. Il y avait aussi les algorithmes sur les réseaux sociaux qui sont également inclus dans la loi antiterroriste. C'est encore certainement bien plus efficace que d'essayer d'auditionner un individu qui, a priori, est quand même rodé sur la question du terrorisme. On voit le cas notamment de la compagne de Radouane Lagdim qui est assez prolixe sur les réseaux sociaux. Et c'est certainement bien plus... Et a priori prolixe devant vos collègues également. Également. Mais malheureusement, il faut rappeler que, alors là c'est une parenthèse, mais s'agissant de la compagne de Lagdim, de Radouane Lagdim, on est quand même sur une personne qui a failli sortir du fichage S parce que son comportement était considéré comme étant totalement normal malgré sa radicalité religieuse. Est-ce que vous pensez vraiment que, en dehors de cet événement particulier, une audition aurait été productive de cette personne? En ligne avec René qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir René. Bonsoir Oui, René. bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Eh bien écoutez Philippe, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un décalage entre la performance de nos forces de sécurité. Par contre, nous péchons par la réponse pénale. Notre état de droit n'est pas adapté. Alors René, on va donner la parole à Linda Kebab, membre du bureau national d'unité SGP Police, car ce n'est certainement pas elle qui va vous contredire, je pense. Linda Kebab, ce que vous voulez répondre à René de Toulouse? Alors bonsoir René. Elle est là, la pertinence, c'est de dissocier la prévention, le renseignement, la lutte contre le terrorisme et la réponse derrière. Si on considère que Radouane Lagdim a été condamné pour usage de stupes, des ports d'armes, rébellion et autres, et il a fait 2 fois 1 mois de prison. À quel moment est-ce qu'on a estimé que ce passage en prison pouvait le remettre dans le droit chemin? Quel travail sur la déradicalisation on a entamé sur ce personnage et sur les autres, de Mera à Abdeslam en passant par les Kouachi? Quel travail de déradicalisation il y a eu? Quelle est la réponse pénale adéquate qu'il y a eu et en respect du code pénal? Est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple une délocalisation géographique de ces profils-là? Ils sont dans des zones où ils peuvent tremper dans des milieux dangereux ou être livrés un peu à eux-mêmes. Si on les change de zone géographique, est-ce que ça peut par exemple être une solution? Il y a pas de... Sans avoir une réponse pénale systématique qui soit la prison sur une longue période, mais peut-être des centres plus adaptés à une réinsertion de ce type de profil. Alors, il n'y a pas de zone en France qui soit épargnée. De toute manière, au-delà de la zone géographique, c'est les moyens qui vont être mis en œuvre, qu'ils soient de l'ordre du pénal, du psychiatrique... il est là le manquement et finalement comme le souligne votre auditeur, on n'a pas de réponse pénale adéquate. On est là aujourd'hui sur une espèce de surenchère, d'expulsion, d'internement administratif hors cadre légal. Et au final, on n'a aucune mesure qui soit compatible d'une part avec la loi, mais qui soit suffisamment importante pour les mettre hors d'état de nuire d'une part, les déradicaliser dans le meilleur des mondes, mais surtout pouvoir en fait finalement lutter sur du long terme. Mais justement, je prends les résultats depuis le 1er novembre. Le nouveau dispositif n'a permis que 6 visites domiciliaires en 5 mois. Il n'y a aujourd'hui plus que 18 mesures individuelles de contrôle administratif. C'était plus efficace quand même l'état d'urgence, Linda Kebab. C'était plus efficace, ça dépend. Quand on voit les chiffres... Écoutez, aujourd'hui on a une loi antiterroriste, on a pas plus d'attentats que sous l'état d'urgence d'une part.
en espérant qu'un jour nous n'en ayons plus du tout. Et comme on le disait en début d'émission, c'était les moyens qui avaient été mis en œuvre pendant l'état d'urgence. Rien n'empêche l'augmentation des visites domiciliaires, rien n'empêche l'augmentation des perquisitions administratives, rien n'empêche les saisies d'armes aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la loi antiterroriste. Donc qu'est-ce qui dissocie ces deux mesures, sachant qu'on a intégré la plupart des mesures qui étaient en tout cas appliquées et qui étaient concrètement utilisées par les forces de l'ordre pendant l'état d'urgence, on les a appliquées dans aujourd'hui ce qu'on appelle le droit commun. Donc, qu'est-ce qui apporte en plus? Qu'est-ce que l'état d'urgence apporte en plus? Au final, rien de particulier, si ce n'est un nivellement entre les différentes autorités qu'on va solliciter pour telle ou telle mesure. Trois choses. Linda Kebab, membre du bureau national d'unité SGPFO Police, avait entendu Paul du Lot-et-Garonne, qui vous dit 1. La réponse pénale n'est pas adaptée. On a fait des stars des terroristes. Il faudrait les anonymiser. Ce serait pas une bonne chose parce que dans certains quartiers, Mera, qui a eu pour seul fait à sa gloire, et je mets 3000 guillemets, d'assassiner une gamine de 6 ou 8 ans en la tirant par les cheveux, en lui mettant une balle dans la tête, est un héros. Est-ce que c'est pas quand même, ce serait pas mieux de les anonymiser et même de ne pas leur faire de sépulture parce que ça devient des lieux de culte et on les balance en mer ou on les enterre quelque part de manière totalement anonyme? La policière que je suis vous dira que c'est une question de société qui mérite débat. En effet, mais on parle vrai sur Sud Radio. En effet, aujourd'hui, on a monté, en tout cas dans certains quartiers, au statut de héros ces terroristes. On l'a vu encore ce week-end, quand les forces de police se sont déployées dans le quartier de la Victime, quand les journalistes se sont rendus sur place, ils ont eu droit à des menaces, à des messages de soutien du terroriste. Et en effet, c'est intolérable. Et je pense que plutôt que d'aller faire aujourd'hui de la surenchère démagogique sur des mesures qui sont inapplicables, on doit en effet traiter de la façon dont on doit en fait. Qu'est-ce que c'est qui est inapplicable? C'est les mesures d'état d'urgence, d'internement des fichiers S, d'expulsion d'une partie d'entre eux. Au-delà de ça, il faut aussi traiter la question des apprentis, malheureusement des apprentis futurs djihadistes, qui aujourd'hui dans les quartiers ont érigé ces Mera, ces Lagdim et consorts en statut de héros. Donc l'anonymat pour ces personnes-là, oui. Rétablir finalement le statut de héros là où il se doit être. Et le dramatique événement qu'on a connu vendredi nous en a présenté un. Et en effet, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut impérativement discuter. On a aujourd'hui la preuve que toutes les mesures d'assignation à domicile n'ont pas forcément été respectées, mais on n'a pas la possibilité de le prouver. D'une part. D'autre part, on sait qu'il y a des personnes qui étaient fichées S, qui étaient assignées à domicile, mais au final, elles sont sorties du carcan du fichage S et elles se sont trouvées lésées quant à leur activité professionnelle. Je vais aller plus loin que ce que vous dites. En effet, il y a donc cette mesure sur la commune, mais il y a aussi le fait qu'il n'ait plus besoin de pointer 3 ou 4 fois au commissariat, mais à l'époque, c'est 3 fois par jour. Maintenant, c'est une seule fois. Aujourd'hui, c'est une seule fois. Oui, il y a un allègement, c'est ce qu'on disait. La loi antiterroriste, sans être parfaite, a renivelé l'état d'urgence pour l'intégrer dans une espèce de système sur du long terme. Linda Kebab. On a à peu près 10 000 personnes qui sont classées FSPRT, donc sur les fichiers... Oui. Alors, et vous pouvez FSPRT? Alors, c'est fichier de traitement de signalement pour la prévention à caractère terroriste ou quelque chose qui soit plus... Voilà. Au final, vous avez parlé tout à l'heure de la mise en application de l'état d'urgence pour désormais parler de moyens. C'est ce dont on parle depuis le début de l'émission, les moyens au service de police et de gendarmerie, par extension à la DGSE, tant qu'on y est, pour pouvoir surveiller ces 10 000 personnes qui sont potentiellement des terroristes. Pas seulement les S, ça veut tout dire et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi. On a du hooligan. Tous les supporters de foot sont fichés. Voilà. Du militant écolo. Donc en fait vraiment il faut vraiment classer la dangerosité des personnes d'une part, mais après il faut mettre les moyens. Comment vous faites pour surveiller 10 000 personnes 24 heures sur 24, les mettre sur écoute quand il y a au maximum tout corps confondu 100 000 policiers en France? Vraie question dont on aura l'occasion de débattre très bientôt à nouveau sur Sud Radio. Merci beaucoup Linda Kebab, membre du bureau national d'unité SGPFO Police. Merci beaucoup Bruno Pomar, ancien membre du RER et maire de Belleflou, c'est dans le département de l'Aude. Verdict Pierre Maël. 71% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous quand vous pensez qu'il faut rétablir l'état d'urgence.